Mes goûts étaient classiques, j'ai toujours aimé beaucoup l'impressionnisme, mais aussi bon, la Renaissance italienne, évidemment, et puis les Français, Watteau, Fragonard, tous les Français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Quand j'étais aux arts décoratifs, j'ai commencé à aller voir dans les galeries d'art, et j'ai trouvé quand même que l'art contemporain partait dans tous les sens, et surtout dans un élan de déconstruction. C'est comme si la culture avait été suffisamment élaborée et suffisamment en place, avec suffisamment de production, pour qu'on puisse jouer avec la totalité de la peinture. Jouer contre, jouer à l'intérieur, jouer à côté, etc. Ça donne du champ, dont on voit que quand il est peintre classique, ce qu'il fait, ce sont des tableaux-teints sans grand intérêt, et qu'à partir du moment où il fait les ready-made, il y a autre chose qui arrive. Donc moi, ce que je cherchais, c'était un peu dans ce sens-là. Une peinture contestataire, simple, qui marque une rupture, ou qui est dans le sens de cette rupture. Comme Duchamp met un porte-bouteille, moi j'ai mis mon nom et mon prénom et ma fonction, et ça suffisait pour faire un grand tableau sur un drap tamponné qui avait beaucoup de force plastique. Et mon geste pictural iconoclaste à moi, c'était Louis XV, artiste peintre, et les X. C'est des papiers 21, 27,5. C'était le format des papiers à l'époque. Avec un X dessus ou une autre marque, tu constitues sa surface d'expression, constitue la toile, quoi. Et quand tu regardes le tableau, tu as ce processus qui est lisible, où tu le ressens, mais ça fait un mouvement. Et si tu mets ça en couleur, etc., sur le mur, donc tu attrapes une vraisemblance plastique qui fait que c'est une peinture. Tandis que Duchamp, il a besoin vraiment du musée. Sans ça, on perd l'objet. Tandis que là, tu n'as pas besoin du musée. Le musée le gratifie, mais si tu ne le mets pas dans le musée, ça reste quand même quelque chose de bizarre, et c'est de l'art. C'est en ce sens-là que c'est toujours assez fort et assez signifiant. Après, j'ai fait les tampons muets, comme ça, c'était assez joli, avec un rapport avec le sensuaire, ça venait tout seul, une impression. Les toiles découpées viennent après les papiers assemblés. Quand j'ai découpé la toile et qu'on l'accroche sur le mur, tu sens la petite épaisseur de la toile. Et tu vois qu'à un moment donné, elle est découpée et rabattue sur elle-même. Donc il y a un geste, si tu veux. Elle produit son mouvement, et ce mouvement produit la forme de la toile. Formellement, elle est constituée par la découpe et le rabattement. Et après, les couleurs sont mises, bleu, jaune, rouge, etc., pour souligner les différentes surfaces, pliées ou découpées. Donc il y a un mouvement qui constitue le résultat final. Et c'est ça qui est assez gracieux, quoi. Quand je fais ces tableaux à toile découpée, des fois, avant de peindre, j'essuie le pinceau et je vois que ça fait un dégradé.
Je me dis, tiens, on pourrait faire des toiles dégradées. Mais si je fais les toiles dégradées avec les toiles découpées, ça introduit une perspective. Et je n'ai pas envie de faire des toiles avec de la perspective. Alors je cherche quelque chose où la couleur serait présente et justifierait le mouvement de découpe et de rabattement. C'est ça les sols mûrs. C'est pas quelque chose qui pend, qui est rustique, c'est quelque chose qui est parfaitement à plat et qui, de ce point de vue-là, plastiquement, est, je dirais, juste. Mais est-ce que c'est mieux que les toiles découpées? Je ne sais pas. C'est plus spectaculaire, sûrement, tu vois. Mais les toiles découpées, j'y suis beaucoup attaché, ça a beaucoup de charme. C'était un moment jubilatoire, tu vois, de pouvoir prendre les matériaux du châssis et d'inventer de l'art avec. Mais encore faut-il que ce que tu fais avec ça, ça soit de l'art. On ne décide pas que c'est de l'art, c'est les autres qui le font pour toi. Tu le mets, tu l'exposes dans le milieu de l'art, tu reçois l'imprimature du musée et ça devient de l'art. Tu vois, j'ai des toiles sur le mur qui sont de cette époque, qui sont accrochées à Pompidou, et maintenant, c'est considéré comme de l'art. Et c'en est. Oui, parce qu'il y a une nouveauté formelle qui est indiscutable. C'est pas parce que tu sors la toile du châssis que ça constitue un geste intéressant. C'est ce que tu vas faire une fois que tu as sorti la toile du châssis, qu'est-ce que tu fais avec la toile? C'est ça qui est important. Parce que la peinture, ça n'a pas d'existence matérielle, c'est que ça a une existence culturelle, la peinture. Ce sont des effets plastiques qui produisent du sens. Donc les matériaux n'ont pas d'importance. Ce qu'il ne faut pas, c'est il faut pas faire monter les matériaux à la première place parce que ça devient à ce moment-là matériologique, c'est pas intéressant. Dans les années 60-70, il y a plusieurs mouvements de peinture qui occupent la scène picturale en France. Il y a l'école de Paris finissante, il y a l'art cinétique, il y a l'art conceptuel, le minimal art. Et disons quelques autres écoles comme ça, peut-être moins connues. Ce que nous avions plutôt en commun, c'est de faire de la peinture avec les matériaux de la peinture, toile, châssis. Et on était plutôt, nous, pour une peinture qui n'était pas poétique, qui n'était pas surréaliste, une peinture qui n'était pas idéaliste, qui était plutôt matérialiste. On l'a qualifiée comme ça avec les influences du marxisme. Alors certains ont décollé la toile du châssis, comme moi, puis l'ont découpée, d'autres, comme Viala, ont peint dessus, d'autres, comme Deleuze, ont enlevé la toile et montré le châssis. C'était des formes d'art tout à fait nouvelles. C'était aussi des gestes avant-gardistes, on disait ça comme ça, qui étaient dans le prolongement de Duchamp. À savoir trouver une forme d'art nouvelle, formellement nouveau, qui nous permette de nous faire connaître. C'était un but d'être reconnu pour... On ne savait pas que c'était ça, mais le fond, c'était ça. C'est à ce moment-là, en 70, au MAM de Paris, que le label Support Surface va être créé. Est-ce qu'il y avait besoin de labelliser, de créer une entité du mouvement? En fait,
on avait besoin de se faire connaître pour qu'on approuve notre travail. C'est un processus classique, si tu veux, tu vois. Donc les institutions qui sont un peu un ventre mou comme ça, nous ont permis d'exposer dans leurs locaux, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Les institutions en France sont toujours très réticentes à soutenir les artistes français, à l'époque et maintenant encore. Ils sont sous le joug idéologique et culturel des Américains. Tu vois, les institutions aiment bien ceux qui font la même chose tout le temps. Pour moi, si tu veux, l'archétype, c'est Soulages. Comment on peut décider qu'on va faire toujours un tableau avec du noir? C'est se priver des couleurs, d'une aventure, d'une difficulté à les assembler, d'une profondeur, d'une sensualité, c'est se priver de tout ça. Le travail de la matière, parce qu'il travaille avec beaucoup. C'est ignoble. C'est une confusion ignoble. La matière, si tu commences à t'occuper de la matière, tu vas rentrer dans ce côté peinture de Montmartre, Utrillo et tout ça, la bataille avec la matière. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a rien à voir avec la peinture qui est une production mentale. C'est une cause mentale, la peinture. Et si tu tombes dans la matière, tu sors de la spécificité picturale, qui est magnifique par ailleurs, extraordinaire. À partir de 71 et 72, ce sont des dates qui marquent un peu les premières défections du groupe de support surface. Ça commence à battre de l'aile un peu. Ben, écoute, c'était simple, et on était un peu dispersés en France, beaucoup dans le Midi et à Paris, et on se retrouvait pour les expositions, chacun amenait ses œuvres, et on les accrochait, et ça marchait bien. Bien sûr, la scission est arrivée parce que certains sont tombés un peu dans l'artisanat, tu vois. À Paris, on est pour avoir des rapports avec les intellectuels écrivains. On crée une revue qui s'appelle Peinture et théorie, qui s'occupe de parler de l'art, etc. C'est un refus de tout ce qui est peinture militante, de tout ce qui est surréaliste, tout ce qui est peinture poétique ou sociologique. Nous, on a plutôt élaboré une pensée matérialiste. On partait de la description du tableau. Et on pensait que cette description formelle était plus intéressante à mettre en place qu'un discours poétique ou un discours sur l'artiste. C'était mieux, par exemple, si tu parles d'un tableau de Cézanne, que tu t'intéresses à la touche de Cézanne, à la façon dont il met des perspectives dedans, au rapport de couleurs entre elles. Donc on regardait le tableau et on décrivait le tableau. Et à ce moment-là, tu vas voir si ça produit des connaissances. C'est le rôle de l'art de produire de la connaissance. Si tu regardes un Cézanne, tu es emballé par les rapports de couleurs, tout ça, tu sens que c'est sensuel. À ce moment-là, tu décris le tableau et tu vois qu'il y a des camailleux de gris, de vert, etc., qui sont juxtaposés, qui sont posés en étant, je dirais, lissés, d'autres qui sont râpés, etc. Et tout ça, ça produit un effet de sensualité certain. Donc, la peinture peut produire des effets de sensualité. Il faut voir qu'à l'époque, le PCF était d'une grande importance culturelle en France. Très, très, très grande. Avec beaucoup de revues. Il dominait la scène intellectuelle française. La Nouvelle Critique, les lettres françaises, tout ça, ça avait un poids énorme. Nous avons attaqué ces dinosaures. On est aux alentours de 73. Biolay est parti, Daniel Dezeuze aussi. Pincemin s'en va en 73. Et tout le monde part faire ses expositions dans son coin. Qu'est-ce qui est devenu Support Surface ? Eh bien, Support Surface existe toujours. On expose toujours ensemble dans des institutions qui le demandent. On prend des tableaux anciens et on les met ensemble. Ça couvre quelques 5-6 ans, tu vois, de production picturale, et on est d'accord pour exposer ensemble. Mais les gens, quand ils veulent des expositions Support Surface, ils veulent des pièces historiques. Donc, on ne met pas les dernières pièces qu'on a fait qui sont dans cet esprit-là. Moi, il m'arrive de faire des tableaux avec l'esprit Support Surface. C'est un état d'esprit.
Les arches, ça vient de mon idée de remettre de la forme dans ma peinture. Voilà, ça c'est les arches. C'est Brunelleschi, ben, c'est l'hôpital des Innocents à Florence. C'est une répétition d'arches comme ça, tu vois, on dit parfaitement proportionnées. Et quand tu regardes ça, c'est assez intéressant parce que c'est abouti comme forme. Je te rappelle qu'en Orient, l'arche, elle est pointue. C'est-à-dire que Dieu est à la pointe de l'arche. Tandis que dans la Renaissance italienne, comme c'est rond, un rond qui ne se termine pas, qui descend sur les côtés, Dieu est partout sur le rond. C'est une différence importante. Et bon, enfin, c'est une forme architecturale qui est dans toute la Renaissance italienne, les portes cintrées comme ça. L'iconographie catholique m'a toujours profondément influencé et plu, beaucoup plu. Il y a un tel volume de production fort belle que c'est absolument impossible de passer à côté, quoi, de faire comme si ça n'existait pas. Les nativités sont toujours très charmantes, très jolies, avec une grande puissance évocatrice. Et puis l'histoire des rois mages qui arrivent et tout, c'est magnifique. Les nativités, par exemple, de faire ça aujourd'hui. C'est une thématique qui est complètement caduque. Et pourtant, c'est un sujet très classique dans l'art. Donc ça m'a intéressé de recharger notre époque avec de l'iconographie catholique, oui, bien sûr. Alors là, j'ai fait une nativité avec une vierge qui est chauve, et donc encore plus nue que possible. Elle est sereine, tu vois, elle fait son boulot de mettre l'enfant au monde, mais d'une manière très calme et très sereine, quoi. Et qui accouche carrément, qui sort son enfant de son vagin devant l'ange. L'ange Gabriel n'est pas là à l'accouchement, mais vous prenez un peu des libertés avec l'histoire de la Bible. Oui, beaucoup. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je le fais. Je l'ai fait. Je l'ai mis là parce que ça faisait un vis-à-vis avec l'extrême, comment dirais-je, courage ou désinvolture ou exhibition de la Vierge qui accouche. Celui-là est bien. Il y a plusieurs vitesses de peinture dedans, tu vois. Les mains de l'ange, tout ça, le visage, c'est quand même un peu dessiné, c'est pas n'importe quoi. L'ange, c'est sûr. L'ange, c'est les plumes, et ça permet de mettre plusieurs couleurs en dégradé, etc. Tu vois. C'est délicieux peindre un ange avec ses couleurs dans les plumes. Là, la Vierge, elle est stupéfaite d'apprendre qu'elle est enceinte.
Si Claudel voyait ces tableaux, il serait fou d'orage. Peut-être un peu, oui. C'est un grand croyant, lui, pour le coup, Claudel. Un bigot, un peu même. Ce qui m'intéressait dans les premières, c'était de les positionner comme quand elles défilent dans un concours de beauté. Tout aligné, quoi. Et de transcrire peut-être, avec une peinture expressionniste, leurs humeurs intérieures. C'est un peu ça. Et en même temps, comme c'était souvent peint avec les mains, le pinceau, avec des projections de peinture, j'y éprouvais du plaisir. Mais évidemment, il faudrait voir si le résultat de ce plaisir est picturalement valable. Et c'est pas sûr. Il n'y en a pas beaucoup de réussis parce que c'est très dur. Quand il y en a beaucoup qui sont ratés, où tu vois les névroses qui passent, où tu vois le naturalisme qui passe, tout ça, il ne faut pas que ça passe. Il faut que ça reste sublimé. Il faut que ça reste sublimé pour que ça soit réussi. On dirait presque des dessins de Rézère ou des... Exact. Tex Avery. Tex Avery, ouais. Parce que ça m'intéressait de mettre du mouvement dans la tête, tu vois, comme si elle bougeait la tête. C'est quoi une peinture expressionniste, en fin de compte? C'est une peinture qui va vers le plus de désordre et de brouillage de la figure possible, tout en la laissant quand même un peu apparaître, pour enrichir le désordre. Ou le contraire, ton désordre va produire de la figure pour enrichir ton geste expressionniste. Donc, je me mets dans cette situation de brouiller les cartes et de faire revenir de la figure comme ça. C'est un jeu. C'est un geste d'enfant gâté. Parce que s'il n'y a pas toute la peinture figurative pour le faire lire, ce geste, personne ne peut le lire. C'est la façon de peindre expressionniste que j'ai employée qui a produit une image expressionniste, évidemment. Mais il y en a qui sont peintes d'une manière très calme et très, très figurative. De les représenter tout alignés comme ça, c'est nouveau, comme de les représenter accroupis sur un plongeoir, le sexe à hauteur de d'œil, c'est assez nouveau aussi. Je suis passé des femmes accroupies aux femmes d'Alger naturellement, tu vois. Picasso en a fait, qui c'est quelqu'un d'autre, Matisse aussi, je crois. Et bien voilà, je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Peindre les femmes d'Alger ou peindre un déjeuner sur l'herbe, ça m'intéressait. Tu vois, le déjeuner sur l'herbe, je vois, il a l'influence cézannienne. Il a une femme très stylisée avec un sexe énorme, très... Ben, c'est ce que je vois, oui. Très, très beau d'ailleurs.
Je me promène dans la peinture. L'ensemble de la peinture, pour moi, est un motif. Comme tu vas sur le motif pour peindre un paysage, moi, je me sers de la peinture comme motif. Picasso m'intéresse beaucoup. Hein. C'est un immense peintre. Et il ne faut pas faire comme s'il n'avait pas existé. Donc moi, je m'en suis inspiré, j'ai bien regardé, etc. J'ai usé, maintenant c'est usé. Hein. Mais pendant quelques années, je suis resté dessus. Ça m'a permis de faire Carnifex. Je pense par exemple pendant un an ou deux au Guernica, je me dis quand même, il n'y a rien sur le goulag, c'est un truc qui a traumatisé notre époque, c'est des millions de morts. Et je me dis peut-être qu'il faudrait un jour essayer de faire ça. Quelque chose qui rassemble un peu, façon BD même, tu vois, qui rassemble un peu tous ces drames du siècle précédent. Et puis, bon, quand j'ai la folie ou le courage, hop, je commence le tableau. Tu as la guillotine, tu as les camps de concentration, après tu as la Gégène en Algérie, après tu as Pol Pot, après tu as le napalm, les hélicoptères russes en Afghanistan, et ça se termine par lapidation. Donc, tu vois, c'est une pensée qui chemine sur une possible peinture, et quand elle est là, eh ben j'y vais. Je ne la refoule pas. Pour rester dans mon tableau ancien, j'y vais. Et je pars dans l'inconnu. L'inconnu dramatique, parce que quand tu fais une scène de torture, tu es toi-même torturé, ou tu es le type qui torture. Tu vois, tu descends dans ton tréfonds, tu vas connaître ton tréfonds personnel. Donc c'est très très éprouvant. Ce tableau a été très dur à peindre, très long, très dur. J'ai eu un soulagement de ne plus être dans ce truc. Et est-ce que vous pensez qu'avec le temps, une œuvre comme Carnifex ou Guernica puisse conserver toute sa puissance évocatrice, ou est-ce que c'est simplement devenu une œuvre comme une autre? Ah oui, la puissance de Guernica est indiscutable. Il y a une stylisation géniale. Une stylisation des personnages absolument géniale. La mère qui est dans Guernica, qui soutient l'enfant avec la main comme ça, l'enfant, formidable, formidable. Donc c'est un morceau de peinture extraordinaire, merveilleux. Le Carnifex, il y a moins de stylisation, moins de recherche de stylisation. Les personnages sont plus naturalistes, tu vois, ils sont plus faibles de ce point de vue-là, mais ils sont plus identifiables. Tous identifiables à une exaction. Et je pense que ce tableau, bon, il est là, les gens le connaissent, mais ils ne savent pas comment le prendre. Ces fleurs viennent des fleurs de Manet, qu'il peint à la fin de sa vie. Il y en a plusieurs au musée d'Orsay, parce qu'elles sont extrêmement séduisantes, très belles. Il y a des reflets dans le vase, les fleurs sont peintes rapidement, mais elles sont magnifiquement peintes, quoi. C'est vraiment du très très grand art. J'ai été séduit par ces tableaux et j'ai cherché à les mettre en série pour que de l'une à l'autre il y ait des différences et que le regard puisse lire ces tableaux à travers la recherche des différences, contrairement à ce que fait Warhol, où tous les tableaux, quand il les multiplie comme ça, sur un seul tableau, ton regard ne tombe tout de suite quand tu as vérifié au deuxième tableau qu'il était la même chose que le premier. Moi, au contraire, ce que j'ai cherché à faire, c'est mettre des petites différences qui permettaient de le lire. Il y en a qui sont peints sur des reproductions en jet d'encre du tableau de Manet. L'impression jet d'encre, c'est un peu comme une sérigraphie, tu vois. Ça laisse une trame. Avec la peinture à l'huile dessus, ça rendait le tableau ou la surface peinte plus mystérieuse. On regarde comment c'est fait.
Et après, j'ai fait les fleurs effacées. Et là, c'est coupé dans son épaisseur. Il y a un effet de glissière, comme ça, rapide. Je retrouve un geste expressionniste, et puis en même temps, tu sais, c'est le geste que tu as quand tu fais ça avec une fleur pour la sentir, que tu l'écrases, tu la roules. Les derniers que j'ai faits, c'est ça. Qui là sont peints directement sur la toile et sont par définition tous différents. C'est l'épuisement du sujet, si tu veux. Monet est un moment de la peinture qui représente un temps de jubilation. Les nymphéas, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'air, avec l'eau, avec les nuages, avec le reflet des nuages dans l'eau, avec les reflets de l'eau dans l'air, etc. Donc c'est quelque chose qui a à voir beaucoup avec l'atmosphère, avec l'air, avec la légèreté de l'individu. Et c'est en comprenant cette philosophie, ou en explorant cette philosophie du corps comme ça, qui pourrait être allégé par un mouvement pictural, dénaturalisé, où on enlèverait son poids et sa lourdeur, et aussi tous les drames sociologiques qui se rattachent comme ça au corps dans notre société, et surtout dans notre époque, qu'il m'a plu d'explorer cette philosophie. Donc de là viennent ces différences de façon de traiter la couleur et de traiter même la touche comme ça. L'atmosphère, l'espace qui traverse cette peinture, puisqu'il y a des trous dans les grillages comme ça, peut être considéré comme un rabattement de la perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de point de suite, plus d'horizon, mais il y a une traversée de l'atmosphère et de l'air à travers le support. Est-ce que c'est suffisant pour dissoudre la matériologie du support? Quand je regarde les tableaux, peut-être. Je crois que peut-être là, il se passe quelque chose d'intéressant. Les peintures sur grillage avec les taches de couleur, ce qui m'intéressait, c'est que c'est peint à l'envers et on voit les touches du pinceau venir à la surface du grillage. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire une peinture en suspension dans l'espace, dans l'air, sans que la toile agisse comme le support de la touche du pinceau. Presque de vaporiser la couleur dans l'espace. Mais je constate que dans mon travail, il y a toujours cette idée de passer à travers la toile, ou d'inventer un support qui permet à l'œil, quand on regarde, de passer à travers la toile. Sur les grillages, quand vous allez poser la peinture, la matière va passer à travers, la lumière va modifier. Quelle place vous laissez au hasard? Est-ce que vous travaillez avec? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'éviter ou vous... Non, je travaille à l'instinct, je le fais, je n'ai pas d'idée préconçue. C'est abstrait, je me laisse aller, quoi. J'essaye de faire un résultat qui me convienne. Elle est récente dans l'histoire, la peinture abstraite. Et sa grammaire d'effets picturaux est tout à fait embryonnaire encore. Elle joue un peu que sur un registre formel, ça sera Mondrian comme ça, ou un registre gestuel, ça sera Pollock ou de Kooning. Si tu veux, la peinture abstraite telle qu'elle existe, manque de sentiment. Il n'y a pas d'affect dedans. Ce sont que des expressions formelles uniques. Tu vois, Pollock, c'est le geste unique. Soulages aussi, c'est le geste unique. Et tout ça, pour moi, est un peu archaïque, quoi. C'est un peu archaïque. Et vous pensez que dans un geste, comme chez Pollock, par exemple, on ne peut pas créer une forme d'émotion? Non, oui, si tu as une émotion du geste, mais c'est tout. De la forme? Le geste, la forme. Le geste de Pollock traduit son geste, si tu veux. Quand tu vois une peinture de Pollock, tu as une description précise à travers cette peinture du geste qu'il a fait pour la peindre. Pareil pour Soulages. Est-ce que c'est suffisant? D'après moi, non. Les effets qu'on peut produire avec de la peinture sont à peu près tous les mêmes. Et si on prend des matériaux nouveaux, ils vont produire des effets plastiques nouveaux.
dans la peinture ancienne, tu vois, tu as les bleus, l'horizon bleu, c'est une espèce de saveur et de sensualité. Et c'est une invitation à rentrer dans le tableau et à aller jusqu'au fond. Et c'est presque gustatif. Et moi, j'ai cherché à remettre ça dans la peinture abstraite, ce sentiment de gustativité, de l'œil au bout de la langue. Et j'ai trouvé qu'avec les résines, donc un nouveau matériau, si tu veux, qu'avec les résines, ça pouvait aller un peu dans ce sens-là. Donc là, selon vous, ça fonctionne, ça apporte... À mon avis, c'est un peu réussi, oui. Et si on l'apprécie formellement, quoi. Il faut toujours regarder ce qu'on a fait d'une manière formelle, qu'est-ce que ça produit comme effet pictural. Je cherche, je peux prendre des formes anciennes comme les toiles tamponnées anciennes et peindre un bouquet de fleurs dessus. Ce sont des recherches formelles. Je me sers de ce que j'ai peint déjà pour écrire mon tableau. Il y a beaucoup de tissus du XVIIIe siècle, avec des broderies donc de cette époque, qui ont un caractère d'extrême finesse et de rapport de couleurs entre elles très civilisé, très élaboré. Et ça m'appelait à peindre par-dessus, quoi, à imiter ce rapport de couleurs. Donc vous les intégrez dans une composition ou est-ce que... Non, je peins par-dessus. Une nymphéa peut-être. Je suis séduit. Je suis amoureux de la broderie et je fais une peinture comme ça dessus. C'est simple, je me laisse aller, quoi. La forme des robes des Ménines me plaisait à peindre. Ça vient de là. Et ensuite, bon, c'était un peu pour désacraliser la pose, où elles sont très bien alignées dans le tableau de Velázquez, comme ça. Il y en a même une que j'ai faite, qui est au musée de Nice, où il y a les traces du chien. Tu sais qu'il y a un chien dans le tableau de Velázquez. Il y a les traces de pas qui passent sur le tableau, comme ça. J'ai exploré le sujet formel. Je l'ai exposé formellement. Puis à la fin, ça se gâte, c'est complètement abstrait, quoi. Je fais évoluer mon motif. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça vous manque? Non, pas pour le moment. Mais j'en fais un peu qui sont comme ça en ce moment avec les femmes accroupies. Là, elles sont sur le châssis. Celle-là, on reconnaît que c'est une Ménine. Mais là, elles sont sur un plongeoir.
C'est pareil, tu vois, c'est la même façon de peindre. Là, tu as un fond très classique dans les Ménines. Tu as un fond très classique et puis tu as les Ménines accroupies qui sont un peu barbouillées. Mais là, tout est barbouillé. C'est torché. C'est torché, c'est vite peint, c'est arraché, les repentirs sont visibles, la figure est traitée pareil que tout le reste. Je remets de la figure sur un geste abstrait, pour faire croire, tout ça est un mensonge et un leurre, pour faire croire que c'est venu dans le même mouvement. Et c'est ça qui est assez intéressant, que la figure apparaisse presque malgré elle. Il y a un truc en plus dans ces tableaux, c'est que c'est comme s'il y avait beaucoup d'espace, beaucoup de largesse. On peut peindre n'importe comment, ça sera quand même encore de la peinture. Et le peindre n'importe comment, ça suggère l'extrême maturité et l'extrême liberté de l'artiste. Et ça ne peut tenir que si la figure, elle vient par-dessus, instruire la forme expressionniste qui est derrière. Tu filmes, tu es en train de filmer ça, tu peux filmer celle-là, elle est aussi bien. C'est plein de bonne humeur. On sent qu'il y a un plaisir à peindre, tu vois, qu'il y a un plaisir à barbouiller. Là, elle se touche, elle se sente les doigts. C'est un peu anti-MeToo. Et après, bon, il y a quand même des gestes, des trucs comme ça, elles se parlent, elles se regardent, qui remettent un peu de finesse par-dessus, tu vois. Les marchands, ou certains marchands sont très pudibonds, tu vois, ils aiment les trucs un peu qui ne posent pas de problème. En même temps, il n'y a pas de censure, parce que je suis dans mon atelier, je peins ce que je veux. Hein. Bien sûr, mais il faut pouvoir les montrer aussi, c'est important de pouvoir montrer son travail. Les gens savent que je peins ça. Mais c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas montré ces peintures-là. Des trucs de filles. Qu'est-ce que tu veux, c'est la solitude dans l'atelier. Tu t'imagines des trucs. Alors pourquoi pas s'imaginer des trucs entre des filles qui ont une discussion comme ça, très intime. J'imagine. On ne sait pas ce qu'en penserait Velázquez ou Claudel. Claudel, il trouverait ça épouvantable. Velázquez, je pense qu'il regarderait comment c'est peint déjà. Il se dirait, mais comment ils peignent aujourd'hui les mecs? Si Picasso voit ça, on peut parler. De Koenig aussi, tu vois. Même Toulouse-Lautrec, par exemple. Mais si tu as un type comme Botticelli qui voit ça, ou le Bernin, pas sûr, hein. Par contre, sur la sculpture de la femme à poil qui est à la galerie, là, je pourrais parler avec tous les artistes. Elle est modelée d'une manière intemporelle, comme au XVIIIe. Hein. Au XVIIIe, ils peuvent très bien parler avec les sculpteurs grecs. Praxitèle, il peut avoir encore une conversation avec Houdon. Est-ce que le nu ou la nudité, ça renvoie forcément à la sexualité? Ouais. Les femmes, c'est un truc important quand même dans la vie. On pense toujours aux femmes. Dès qu'on est jeune, on pense de faire plein de trucs avec, tout le temps. Ça s'appelle ça la libido ou la sexualité. Hein. La sculpture, c'est pas beaucoup sublimé. Quand tu fais un corps de femme à poil, tu fais une femme à poil identifiable et reconnaissable. Donc, c'est pas sublimé. Moins sublimé que la peinture. Et il faut que le résultat plastique que tu en donnes, il y ait de l'esprit, de la sensualité, un rapport avec l'histoire du corps féminin, sculpté, un rapport avec la nudité, parce que tu ne vas pas faire une femme habillée. Les Grecs ont fait des plis partout, sans arrêt. Donc, c'est vraiment un rapport avec l'histoire de l'art quand tu fais une sculpture d'une femme à poil, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais quand même, on va essayer de faire une femme nue dont la seule nudité serait le motif nécessaire à construire cette sculpture.
Il n'y a pas ça dans l'histoire de la sculpture. Il y a peut-être le regard aussi, parce que sur l'Olympia ou sur, par exemple, le déjeuner sur l'herbe, la femme nue regarde aussi le spectateur. Et ça, c'est Oui, elle est assise, elle se montre moins, elle est moins frontale. Tu vois, elle est habillée par sa pose assise. Dans la sculpture grecque, elle est habillée par son drapé. Si elle est Diane chasseresse, elle est habillée avec son arc et son mouvement. Il n'y en a pas, je te dis. Cherche-moi une, tu me la montres. Il y a une sculpture de Bailleul qui date des années 10, qui s'appelle L'été. Au jardin des Tuileries. Oui, c'est ça, oui. Oui, Bailleul n'est pas très loin de ça, mais il y a toujours un mouvement, un déhachement. Si tu veux les mains écartées comme ça, elle a une pose qui l'habille. Dans la mienne, il n'y a pas de pose qui l'habille. Je l'aurais imaginé à côté du David de Michel-Ange. Ils iraient pas mal ensemble, non? Si tu veux, le David de Michel-Ange, il est habillé d'une manière expressionniste en rond de bosse, par les muscles qu'il a, tu vois. Ils ont encore, à cette époque, ils ont encore la préoccupation de la vérité. Tandis que celle-là, elle est lisse de partout, il n'y a même pas un pli de peau. La mienne, je veux dire. Donc quand j'ai fait cette sculpture, j'ai essayé de faire une femme le plus nue possible. Et c'est peut-être réussi. Évidemment, quand tu fais l'exposition, c'est public. Donc c'est soumis à la critique du public. Mais est-ce que ça a une influence après sur votre travail? Ah, ça peut m'amener à modifier des choses, oui, bien sûr. Les critiques des amateurs d'art sont parfois pleines de bon sens. Hein. Et je pense que l'intérêt du peintre, c'est d'écouter les critiques qu'on fait sur les tableaux qu'il a peints. Comment vous percevez la scène artistique aujourd'hui, en 2020? Elle a gagné en densité. Il y en a beaucoup. Quand j'ai commencé, il y avait 3-4 galeries d'art contemporain à Paris. Peut-être qu'il y en a 200 aujourd'hui. Donc, dans ces 200 galeries, il y a des tableaux. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des tableaux dans ces 200 galeries. Oui, c'est ça. La production artistique est considérable aujourd'hui. Quelle a été votre influence au sein du groupe de Support Surface? Je crois que les tableaux que j'ai faits à cette époque, les toiles découpées, les tampons, les Louis XV artistes peintres, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact esthétique, qui vieillit très très bien. C'est une façon de faire la peinture qui est assez ludique et ça influence beaucoup de monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a pas mal en France, mais beaucoup aux États-Unis, c'est marrant. Et les tendances aujourd'hui, comment vous les percevez? Les tendances? Il y a toutes les tendances. Il y a toutes les tendances, je crois. Tu vas tout trouver dans l'art contemporain, le figuratif, l'abstrait, l'art conceptuel, le ready-made, tu vas trouver tout ça. Peut-être pour y lire qu'est-ce qui est intéressant et important, il faut être un peu cultivé, quoi, c'est tout. Il faut être un peu curieux et cultivé. Allez, tu en as assez, hein? Je pense que là on a fait le tour. On a fait le tour de rien du tout, tu peux pas savoir. Non, je ne sais pas. Mais en fait, il y en a pas mal.